Bonjour, bonsoir à vous tous et bienvenue dans Un œil sur l'actualité, un nouveau numéro pour le compte de cette semaine. Très heureux de vous retrouver. Dans ce numéro, nous allons revenir plus amplement sur la création du 110e parti politique au Togo. Ce sont les Forces démocratiques pour la République, le parti de Maître Paul Dodji Apevon. Nous verrons les idéologies de ce parti, ce qu'il apporte de nouveau dans le microcosme politique togolais. Nous parlerons également d'autres sujets d'actualité, surtout l'actualité brûlante du moment. C'est Yaya Jammeh, le président gambien, qui reconnaît avant même que la commission électorale ne donne les résultats à sa défaite. Nous verrons si ce n'est pas un bouleversement qui est en train de se produire dans la politique africaine. Nous parlerons également du renoncement du président français François Hollande à briguer un second mandat. Tout cela, comme je l'ai annoncé, avec mon invité, Maître Paul Dodji Apevon. Maître, bonsoir. Bonsoir, c'est un plaisir de vous recevoir ici. Après le lancement donc, de votre formation politique, les Forces démocratiques pour la République, la cérémonie de lancement qui a eu lieu le samedi dernier. Nous allons regarder ce reportage de l'Adem Djikanou qui revient sur cette cérémonie de lancement. L'histoire le retiendra. Ce 26 novembre, l'événement qui a drainé autant de foules, de caméras et de micros, c'est la 110e formation politique, FDR, entendue les Forces démocratiques pour la République, portée sur les fonds baptismaux par Maître Dodji Apevon. Un nouveau parti politique ayant pour emblème un parapluie ouvert et le violet pourpre comme couleur dominante. FDR compte redonner un nouvel espoir à tout un peuple dans un pays où la démocratie et l'alternance politique peinent à s'asseoir. C'est en vue d'atteindre ces objectifs que les Togolais et des Togolaises, républicains par conviction, de toutes les religions, de toutes les catégories sociales, de l'intérieur comme de la diaspora, mobilisés pour donner une nouvelle chance à notre pays de réaliser enfin le rêve de l'alternance et de se mobiliser pour son développement économique, social et solidaire, ont décidé de créer le parti politique dénommé Force démocratique pour la République FDR. FDR se veut un parti rassembleur au sein de l'opposition togolaise. Il compte également mener la lutte autrement, raison pour laquelle il se fixe comme mission de contribuer à la mise en place d'un véritable état de droit indépendant, souverain, uni et indivisible, social et démocratique et laïque. Le second est d'œuvrer au développement intégral du Togo et au bien-être des populations. Le troisième volet est de faire du Togo un pays de grande démocratie et de le faire rayonner dans le concert des nations. Le quatrième volet, enfin, est de susciter chez le concitoyen la fierté d'appartenir à la nation togolaise. Pour les membres, ce parti marque un nouveau départ dans la lutte pour la démocratie au Togo. Pour eux, une chose est certaine, il portera forcément ses fruits. À la création du nouveau parti, moi je crois que ça fait un ouf de soulagement. Enfin, nous avons été déstabilisés. Maintenant que nous nous sommes reconstitués plus forts, je crois qu'on va contribuer avec les autres forces de l'opposition à l'avènement d'une vraie démocratie dans notre pays. Pendant 26 ans, nous avons essayé plusieurs personnes et plusieurs voies. Donc, il est de l'histoire des peuples que lorsque on a essayé de voir ça n'a pas marché, qu'on essaie d'autres choses. Donc, ça nous garantit que ça va être vraiment une voie de salut. Cet événement a enregistré la présence de plusieurs représentants de partis politiques du Togo, du Bénin et du Burkina. Dans les prochains jours, les Togolais auront à évaluer les Forces démocratiques pour la République à travers ses actions sur l'échiquier politique national. Et puis le sujet a également intéressé les internautes. Plusieurs questions ont été envoyées via Facebook et WhatsApp. Je les poserai à notre invité au cours de l'émission. Maître Apevon, président des Forces démocratiques pour la République. J'avoue qu'il faut maintenant s'habituer à cette nouvelle appellation parce qu'on était habitué à associer Apevon au cas. Aujourd'hui, comment vous appréhendez cette nouvelle vie? Oui, Monsieur Niaoui, je voudrais vous remercier pour m'avoir invité à cette émission, qui est la première d'ailleurs, voilà, après la création, le lancement de notre parti. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire merci à tous ceux qui nous ont assistés, soutenus, tous ceux qui se sont dès le départ mobilisés pour que
ce rêve-là devienne une réalité. Parce que beaucoup de gens ont travaillé dans l'ombre que vous n'avez pas vu au Congrès. Ils ne sont pas apparents, mais ils sont là. Ils ont été. Donc je remercie tout ce beau monde-là. C'est vrai que nous avons lancé un nouveau parti. Comment j'appréhende l'avenir. Je voudrais dire d'abord que, avant toute chose, je continue toujours de rendre grâce au Seigneur. Je rends grâce à Dieu parce que nous avons fait ce que nous avons pu comme être humains, mais c'est son assistance permanente qui a fait que nous avons réalisé ce que les uns et les autres appellent aujourd'hui un exploit. Nous avons travaillé d'arrache-pied dans une période de grande tension, parce que nous sommes lancés un défi, mais si sa main n'est pas dedans, on n'y arriverait pas. Maintenant, le parti est créé, parce que, dites-vous, ce n'est pas l'essentiel, ce n'est pas de créer le parti. On l'a lancé, c'est un défi qu'on a relevé, mais nous savons aujourd'hui que nous devons tout faire pour mériter la confiance que nous avons commencé à faire naître le 26 dernier. Et cette confiance-là, qui est une charge lourde pour nous, doit être prise à deux volets. Le premier volet, c'est de réveiller les Togolais. C'est de réveiller les Togolais parce que nous vivons aujourd'hui une situation difficile où les découragements et autres ont fait que maintenant on est presque tétanisé. Alors il faut réveiller les Togolais pour les intéresser à la chose publique parce que sans nous, personne ne le fera à notre place. Donc tout ce qui a été les malentendus du passé, comment faire en sorte que nous puissions rebondir. Ça c'est le premier aspect de ce que nous devons faire en tant que parti politique qui vient de naître. Aller sur le terrain, aller réveiller les gens, aller les former pour qu'ils deviennent véritablement des agents, des vecteurs pour le changement. Mais l'autre point qui est tout aussi important pour nous, c'est faire en sorte que l'opposition qui est aujourd'hui totalement délabrée puisse se retrouver, puisse se recréer. Parce que nous parlons de recréer l'espoir. Et nous savons qu'on n'ira pas à un changement dans ce pays lorsque l'opposition ne se remet pas en cause. L'opposition ne cherche pas à faire son autocritique pour véritablement se reconstituer, pour aller retourner à la bataille. En fait, c'est sous ces deux angles-là que nous appréhendons le passé et nous pensons qu'avec la foi que nous avons aujourd'hui, nous allons y arriver. Alors, vous l'avez dit, beaucoup ont dit que ça a été quand même un véritable coup de maître que vous avez réussi au lancement. À rassembler ces gens. C'est vrai qu'on a vu des lancements de partis qui se sont faits dans des salles d'hôtel. Vous, c'est carrément un terrain que vous avez pris qui était archi compte. C'était ça le but? Non, c'était ça le but. On ne peut pas dire que, vous avez... Ça vous réjouit quand même? Mais bien sûr que ça nous réjouit. Lorsque vous avez... Ce que nous avons traversé là, où les gens ne nous vendaient pas cher notre peau, on disait même que où est-ce que nous allons trouver les gens pour faire le congrès, qui on va trouver pour aller mettre dans le bureau et tout ça. Si on vous lance ce défi-là, vous avez l'obligation de le relever. Et les amis qui étaient dès le départ avec moi, qui ont dit, réfléchissons pour l'avenir de notre pays. Parce qu'en réalité, ce n'est pas une question d'homme. C'est une question de vision pour ce pays. Nous voulons proposer quelque chose, être cohérent dans la démarche par rapport à l'alternance. Parce que nous avons vu des choses dans ce pays qui ne nous réjouissent pas. Parce que le combat politique tel qu'il a été mené, où le combat est ramené à des individus, où les gens disent, oui, si ce n'est pas moi, l'autre aussi ne passera pas. Nous en avons marre de tout ça. Nous n'avons qu'un pays, le Togo. Comment faire pour que ce pays aussi sorte des difficultés? On ne va pas permanemment ramener le problème à des hommes, à des questions d'individus. C'est le pays en tout entier qui nous intéresse. Et c'est ça, justement, qui doit constituer notre fierté. Alors, lorsque ce défi nous a été lancé, nous avons dit, mais tous ceux qui, dès le départ, ont dit non, ce qui se passe là, on ne peut pas l'accepter, mais nous avons réussi à les mobiliser. Je n'ai pas fait de démarche personnelle avec qui que ce soit. C'est de manière spontanée que les gens sont levés pour dire, nous sommes avec toi. Constituons quelque chose de fort. Et je les ai vus à l'œuvre. Les gens sont surpris de ce qui est. Oui. Mais, et les gens spéculent là, oui, mais où est-ce que vous avez trouvé les moyens pour faire tout ça? Mais je vous assure, ce que les individus ont fait pour qu'on ait ça, ce qu'on a vu la dernière fois, même moi-même, ça m'a surpris.
Les gens se sont offerts, les gens ont donné de l'argent, les gens se sont mobilisés, les gens ont même transporté, ils ont pris sur eux de transporter des gens d'un point à l'autre, à leurs frais. Mais c'est la première fois que je vois autant d'engagement venant des gens. Alors, c'est pour ça que je dis, quelque chose est en train de naître. Parce que le courage, la détermination que moi j'ai vue, lorsque nous allons rentabiliser tout ça, nous allons faire quelque chose de très bien pour ce pays. Alors, vous savez très bien qu'il serait difficile de parler de Maître Apévon aujourd'hui en tant que président des FDR sans évoquer ce qui s'est passé. Parce que si vous en êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une crise au CAR. D'abord, qu'est-ce que vous retenez de cette période-là, de cet événement-là qui est arrivé? Oh, tu sais, je dirais que je ne vais pas trop faire de polémique sur cette période-là. Pour moi, cette période est du passé. Mais comme vous me posez la question... Les gens ont le droit de savoir aussi. Mais oui, les gens ont le droit de savoir. Je vais rapidement dire quelque chose sans m'y attarder. Tout ce que je sais, je retiens de cette période, c'est que rien n'arrive au hasard. Parce que je n'ai jamais rêvé, pensé, planifié de ma vie que je deviendrais président d'un autre parti en dehors du CAR. Je ne l'ai jamais rêvé. C'est à mon corps défendant que la crise est venue, s'est imposée à moi. J'ai fait ce que j'ai pu pour éviter le crash, la déchirure. Je me suis retenu. Parce que souvenez-vous, durant toute cette crise-là, est-ce que vous m'avez jamais entendu parler une seule fois? Vous êtes resté très silencieux. Je suis resté silencieux. Beaucoup aussi l'ont regretté. Vous auriez pu sortir, parler pour que les Togolais sachent ce qui se passait. Je n'ai pas voulu mettre sur la place publique ce qui est il fallait laver le linge sale en famille. Interne à nous. Mais la chose est devenue une chose publique parce que les autres l'ont voulu comme ça. Ils ont sorti des communiqués qu'ils ont publiés. C'est ce qui a fait que, bon, on a réagi. Mais moi-même, en tant que président de ce parti, je n'ai jamais parlé, ni sur une radio, ni sur une télévision. J'ai gardé le courage. J'ai entendu des attaques. Les gens m'ont vilipendé. Les gens ont raconté plein de choses sur moi. Mais tout ça là, je l'ai avalé. Je dis, mais ça ne fait rien. Dieu lui-même a subi plus que Jésus a subi plus que ça. Donc, moi, individu, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas moi, Apévon. Ce n'est pas ma personne qui est le problème. Mais si tout ce qui se fait, si c'est pour le bien, si ça concourt au bien du pays, c'est tant mieux. Mais si ce n'est pas pour le bien du pays, ben que Dieu permette que ça ne soit pas ainsi. Et il s'agissait de quoi? D'une crise de leadership? C'est quoi le problème? Non, je ne peux pas comprendre. Parce que vous, on vous a accusé d'avoir refusé de laisser le fauteuil au moment où il fallait passer la main. Non, vous avez fini les 8 ans, vous deviez partir. Non. Vous avez refusé de partir, vous êtes accroché au fauteuil. Non, je ne veux pas entrer dans les détails, mais tous ceux qui racontent ces ragots sur moi, ils savent que c'est du mensonge, ils le savent très bien. Ils le savent très bien parce que tout ça là, c'est des choses artificielles montées. Parce que au cours de cette période, j'ai noté trop de manipulations, trop de mensonges. Ça me fait de la peine que des gens qui croyaient se connaître hier et qui, bon, pour un problème qui est arrivé, qu'on entre dans des polémiques inutiles, dans des manipulations, des contre-vérités. Mais la question que vous me posez là, que je ne veux pas lâcher le fauteuil, mais c'est-à-dire que là où ça me fait pitié, c'est que la crise là, vous avez aperçu seulement une partie l'année dernière. Oui. Mais la crise couvait au CAR depuis 2010. Ah bon? C'est depuis 2010 que cette crise couvait. J'avais à peine fait 2 ans. Si vous avez pris sur mon mandat de 4 ans. 2008. Et il y a énormément de choses qui sont passées que je ne voulais pas révéler ici. Mais de l'aveu même de celui qui a amené la crise, de l'aveu, en réunion, en réunion publique, il a reconnu, il a avoué devant nous que c'est depuis 2010 que lui a décidé de m'enlever. Oui. Alors, si c'est depuis 2010 qu'il a décidé de m'enlever, qu'on ne me dise pas que c'est parce que je suis accroché à un fauteuil que la crise au CAR est arrivée. Non, tout ça là, c'est de la plaisanterie. Ça ne répond à rien du tout. C'est du pur mensonge. De la manipulation, tout simplement. Mais ça n'avait pas quand même empêché que 2010 vous rempliez encore. Rempliez en 2012 que vous rempliez pour un nouveau mandat de 4 ans. On n'a jamais fait de congrès. Oui, bien sûr, mais il semblerait que c'est le comité directeur qui soit réuni et vous a renouvelé sa confiance. Non, quel comité directeur s'est réuni où? Jamais. On n'a jamais fait. Tout ça là, ça fait partie du mensonge dont je suis en train de parler. On a tenté plusieurs fois d'organiser le congrès. 4 fois, on a organisé le congrès. Mais ce qui était au cœur de ce congrès-là, c'est mon départ. Mais les autres ne l'ont pas accepté. C'est pour ça que le congrès n'a jamais eu lieu. Ceux qui ont
on a voulu, ce qu'on a voulu manipuler pour qu'on puisse m'enlever, pour placer ceux qui sont plus fidèles, n'ont pas voulu. Donc, à chaque fois que l'idée vient et qu'on ne trouve pas de satisfaction, on a toujours reporté le congrès. Donc, ça, aucun comité ne s'est jamais réuni nulle part pour dire, on n'a pas pu faire le congrès, vous renouvelez quoi que ça. Tout ça, là, c'est des histoires, ça. Et ça s'est passé quand? Où? Mais alors, à l'époque, pourquoi il a été difficile, quand même, pour vous qui étiez le président, qui avait les rênes du parti, d'organiser le congrès et de passer le témoin? Mais comment on peut organiser le congrès dans ces conditions? D'abord, souvenez-vous, Maître Gbagbo, que vous avez cité tout à l'heure, c'est lui qui a été le premier à écrire à tous nos responsables pour dire non, n'acceptez pas l'idée d'un congrès tant que le consensus n'est pas réalisé. Oui. Ce n'est pas moi, appelez-vous. C'est lui qui a écrit. La lettre est encore là, vous l'avez lue. Bien sûr. Il dit, mais n'acceptez jamais. Et ceux qui croient en lui ou ceux qui ont pris, fait cause pour lui, ont pris cette affaire-là comme une parole d'évangile, qu'on n'ira jamais à un congrès tant que le consensus n'est pas réalisé. Mais c'est vers la fin, lorsqu'ils ont vu que, bon, ok, j'ai compris leur manège, que finalement, ils renversent la chose. Enfin, tacticien qu'il est, pour dire que finalement, c'est un peu vous qui n'organise pas le congrès. Alors qu'en ce moment-là, on était totalement divisés. Comment vous allez faire pour rassembler les gens pour aller faire un congrès? On était totalement deux camps qui s'affrontaient. Je vais convoquer qui pour aller. Et surtout que lorsque vous organisez des activités, les gens viennent vous crier dessus, vous vilipendez. Vous allez faire le congrès dans quelles conditions? J'ai entendu plein de choses sur cette histoire-là, mais tout ça, là, ça ne fait rien. Mais si c'est bon pour eux-mêmes, bon, nous avons compris qu'ils ne veulent pas de nous. Bon, pourquoi? Je ne sais pas. C'est à eux que vous devez poser la question. Mais nous avons foi en nous-mêmes. Nous avons foi en nous-mêmes. Et je l'ai dit lorsque les gens sont venus m'accueillir, lorsque je suis rentré de voyage, j'ai cité une parole de la Bible en disant, il arrive souvent que les pierres que les bâtisseurs ont rejetées deviennent le pied d'angle. C'est ce que je leur ai dit. Et c'est possible qu'il en soit ainsi. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, ils ne croyaient pas en nous. Ils ne savaient pas qu'on est capable de faire quelque chose. Mais Dieu aidant, nous allons prouver que nous sommes capables d'apporter aussi quelque chose à l'éducation de ce pays. Parce que nous avons des idées. Mais est-ce que ça, créer un autre parti, ce n'était pas la solution la plus facile? C'est-à-dire, certains se seraient dit, mais Maître Apévon aurait pu rester là-bas et régler la crise. Comment je vais la régler? Ça a duré 1 année. La crise que nous avons traversée au cas a duré 1 année. Avant que moi je ne crée ce parti-là, la crise on est resté dans cette crise pendant 1 an. On ne trouvait pas de solution. Alors comment vous allez faire? Je ne suis pas capable, je ne suis pas Jésus, je ne suis pas capable de miracle. C'était compliqué, c'était foutu. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Alors, s'il y a des gens qui ont pris leur position, ils ont planifié que coûte, toi tu dois partir. C'est ça l'objectif. Alors, ils ont atteint l'objectif. Ils l'ont atteint. Alors, si c'est ce qu'ils recherchaient, moi je leur ai laissé l'appareil, ils n'ont qu'à gérer. Si je suis gênant, je suis autant gênant, ils n'ont qu'à continuer. Mais alors, ça veut dire aussi quand même que vous étiez quand même au quart avec tous ceux qui étaient avec vous et que pendant la crise, vous travailliez déjà à la préparation de votre formation politique. Non, ça n'a pas été ça au début. Moi je n'ai pas... Les gens me prêtent des intentions que dès que la crise est née, non. Si tu entends les gens, tous les anciens que moi, avec qui j'ai discuté, mais la première fois qu'on a sorti l'idée, après plusieurs concertations, de créer un parti, j'ai dit non. Ça ne doit pas se passer comme ça. Ce n'est pas parce qu'on est en crise que vous allez émettre l'idée d'aller créer un parti. Vous savez que c'est lourd. Créer un parti, vous savez quelle responsabilité ça comporte? Non, on ne peut pas raisonner comme ça. Continuons à travailler. Envoyons des émissaires. Faisons en sorte que l'apaisement vienne. Et c'est moi qui avais proposé à une réunion de notre présidium qu'au lieu que le problème du congrès là nous divise et qu'on pense à des choses, on se dise des choses inacceptables, arrêtons le problème du congrès là et reprenons les activités sur le terrain. Reprenons les activités sur le terrain en parlant de local, en parlant des problèmes concernant le parti. Et peut-être que progressivement, la paix va revenir et puis on va voir sous quel angle on va prendre ce problème-là. Mais c'est eux qui ont refusé. Ils nous ont dit le jour-là qu'on ne fera aucune activité. Sur le terrain, on ne reprendra aucune activité
tant que la crise n'est pas réglée selon ce que eux ils souhaitent. Alors, finalement, mais j'ai bravé ce qu'ils ont dit là en organisant des réunions. La première réunion que j'ai organisée, la réunion du comité de décision, le comité directeur, mais ils sont venus là-bas, ils m'ont insulté. Ils ont crié que je ne suis pas, quel président je suis, etc. La seconde fois, ils ont fait pareil. J'ai fait une réunion au centre communautaire de Baie pour montrer qu'on peut surmonter cette crise-là. On peut aller dans les villages en union, parce que je voudrais montrer le modèle de réunion qu'on peut faire pour éviter qu'on ne parle pas de la crise. Mais ils sont venus là-bas, ils m'ont attaqué. On est sorti de la salle, ils nous ont suivis, ils nous ont insultés, ils nous ont vilipendés. Alors, où est ma faute dans cette affaire? J'ai fait ce que j'ai pu, monsieur Nyawi. Alors, aujourd'hui, quand même, vous avez votre formation politique, mais quelles vont être vos relations avec le CAR? J'ai dit, moi je ne suis pas un homme qui ressasse le mal qu'on m'a fait. On ne répond pas au mal par le mal. On ne répond pas à la rancune par la rancune. Parce qu'il y a eu trop de rancune dans ce pays. Le mal du Togo, c'est que nous péchons par déficit d'amour. Nous ne nous aimons pas. Les gens ont fabriqué des artifices pour créer des clivages entre les partis politiques, entre des leaders de partis politiques. Des gens qui hier, ou aujourd'hui, je dirais même, sont censés être d'un même bord politique, mais sont devenus des ennemis parfois, qui ne se parlent pas, et qui se disent des choses immondes. Au nom de quoi? Au nom des intérêts, au nom du fait que, c'est moi qui dois prendre la place, si ce n'est pas moi, etc., etc. On doit pouvoir dépasser ça. On a pratiqué ça pendant combien d'années? Plus de 30 ans aujourd'hui. Chacun veut être plus malin que l'autre, chacun veut être meilleur dribbleur que l'autre, chacun veut tirer le drap vers soi, etc. Qu'est-ce qu'on en a gagné? On est resté sur place. On est resté à la même place. Au moment où je vous parle là, on n'a même pas bougé. Donc la situation même c'est compliquée. Le peuple togolais a donné ce qu'il a pu. Au début de notre révolution là, le peuple s'est sacrifié. Les gens sont morts. Les gens ont perdu leurs affaires. Mais nous responsables, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes perdus, empêtrés dans nos querelles bizarres là, bizarroïdes. Mais les responsables politiques doivent demander pardon à ce peuple. Nous devons courageusement... C'est ce que le HCRUN préconise. Nous devons demander courageusement pardon à ce peuple. Parce que nos calculs bizarres de conquête de pouvoir, si ce n'est pas moi, ce ne serait pas l'autre que nous avons pratiqué jusqu'à aujourd'hui, ont fait que le peuple est aujourd'hui désabusé. Mais nous devons changer de paradigme. Nous devons changer de comportement. Parce que tel que nous avons procédé jusqu'à aujourd'hui, nous continuons la même chose. Mais vous savez, 20 ans après, ça ne changera pas. Le monde change autour de nous. Alors moi je pense aujourd'hui que les plaies qui sont encore béantes au sein de nous-mêmes, les comportements que nous avons eu les uns à l'égard des autres, il va pouvoir exorciser tout ça là. Et nous pardonner pour reprendre justement la lutte commune. Parce que ce n'est qu'ensemble qu'on peut régler un problème. En face du pouvoir aujourd'hui, ce n'est qu'ensemble qu'on puisse le faire. Vous allez le faire vis-à-vis du CAR? Moi, je l'ai dit et je le dis sincèrement. Je leur ai pardonné. Je leur ai pardonné. Est-ce que vous aviez envoyé une invitation au CAR? Non, je ne pouvais pas leur envoyer une invitation parce qu'au moment où je faisais mon congrès, si je leur envoyais une invitation, c'est pour aller consacrer l'imposture qu'ils ont, l'acte qu'ils ont posé. Je ne pouvais pas à ce moment-là leur envoyer une lettre d'invitation parce que je ne suis pas là. Ils ont fait un complot derrière moi. Ils ont mis un bureau provisoire. Mais le jour où le CAR fera un congrès, ceux qui sont restés feront un congrès régulièrement pour dire qu'ils ont élu un bureau régulier. Bon, peut-être nos rapports seront différents. Mais à cet instant-là, je ne pouvais pas leur envoyer une invitation. Alors, le maître Apévon, président du CAR, et maître Apévon, président des FDR, qu'est-ce qui a changé? L'homme est le même, la vision est la même, qu'est-ce qui a changé? Je suis resté le même homme. Parce que, dites-vous, je suis un croyant. Je ne le dis pas sur une antenne de télévision pour plaire à qui que ce soit. Je crois en Dieu. Je suis extrêmement croyant. Je sais que tout ce qui arrive à l'homme, s'il ne passe pas par Dieu, tu ne réussiras pas. Les gens ont beau faire des calculs dans ce pays, ils ont beau penser qu'ils sont les meilleurs, les plus intelligents, mais si Dieu ne te bénit pas, tu n'obtiendras rien. C'est Dieu qui fait les rois.
pour être roi, c'est Dieu qui doit te bénir. C'est pour ça que je dis, pour que nous réussissions ce que nous sommes en train de faire, nous devons y mettre un peu plus d'humilité. Nous devons faire ce que nous avons à faire en tant qu'être humain, mais nous devons considérer qu'il y a aussi un être suprême. Que tout n'est pas permis, tu ne peux pas te lever pour vilipender, pour torpiller, pour faire quoi. Et le Dieu va te bénir et puis tu vas réussir ce que tu es en train de faire. Non, ça n'arrivera jamais comme ça. Alors c'est pour ça que j'ai dit tantôt que nous devons changer de comportement. Nous devons aller à quelque chose de plus serein, de plus beau pour ce pays. Le peuple togolais a besoin de nous tous. Personne ne doit être mis à la porte. Personne ne doit être rejeté. Il a besoin de nous tous. Mais c'est à nous de comprendre la part de responsabilité qui est la nôtre dans cet échec collectif que nous avons connu jusqu'à aujourd'hui. Chacun doit reconnaître sa part de responsabilité. Moi ici, je reconnais ma part de responsabilité. Parce que j'ai été à la tête d'un parti. Mais les rapports qu'on doit entretenir avec les autres n'ont pas été ce qui pouvait entraîner justement l'émulation voulue. Les autres aussi ont leur part de responsabilité. Parce que le clivage qui est né, le ping-pong qu'on s'est donné, c'est parce que lorsque l'autre fait, je réponds, et lorsque je fais, il répond. Et parfois, on a créé artificiellement des conflits. Des conflits ont été créés artificiellement. Ça, vous le reconnaissez aussi? Mais bien sûr, moi je le reconnais, je suis au cas, je sais ce qui s'est passé dans mon parti. C'est des conflits artificiels. On nous dit qu'en chaque homme, il y a une étincelle divine. Et lorsque vous la touchez, oui, mais cette personne peut se transformer. Mais encore, qu'on ait la volonté d'avoir la même attitude vis-à-vis de tout le monde. Lorsqu'on touche l'étincelle divine de Kodjo, il faut essayer avec Kossi aussi. On ne peut pas choisir et refuser de le faire pour l'autre. Nous avons été méchants, tout simplement, les uns à l'égard des autres. C'est de la pure méchanceté que nous avons pratiquée au sein de l'opposition. Et ça, il faut qu'on ait le courage de le reconnaître. Mais cette méchanceté-là qu'on a pratiquée, si on continue avec la même conception, je l'ai dit, il n'y aura pas de miracle. Rien ne changera si on continue de cette manière. Donc, moi, appelons aujourd'hui, ce que j'avais peut-être si j'étais à la tête du parti avec la possibilité de prendre seul des décisions, peut-être que ça ne se serait pas passé comme ça. J'aurais mis un peu plus de courtoisie, un peu plus d'amour. Ça veut dire que vous reconnaissez que vous étiez un président lié à l'époque? Oui, mais c'est-à-dire que c'est une décision de groupe. Lorsque vous êtes président et que vous allez, vous avez une conception, où vous avez planifié des choses. Mais lorsque la décision se prend, mais tu es obligé d'exécuter. En tant que président, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'es pas un président Django, tu te lèves et dis « Ah, moi je décide pour moi-même ». Vous discutez de la chose, mais c'est la loi de la majorité. Lorsque la majorité s'impose à toi pour dire « Voilà ce qu'on va faire ». Et encore que parfois, cette majorité-là est manipulée parfois par des mains obscures. Lorsque la majorité est manipulée, et lorsqu'on vous dit que voilà ce que la majorité a décidé, toi, président, qu'est-ce que tu es? Tu ne peux qu'exécuter. Mais nous devons comprendre que Dieu, le haut placé là, il nous voit. Quel que soit ce que nous faisons là, aujourd'hui, il y a des actes qui vont nous rattraper demain. Le mal que nous faisons aujourd'hui, on croit que on le fait dans l'ombre parce que personne ne nous voit, mais le mal nous rattrapera toujours. C'est pour ça que j'ai dit, il est encore temps que chacun de nous s'agisse pour dire, nous avons commis des choses immondes les uns à l'égard des autres. Nous avons commis des choses répréhensibles à l'égard de notre pays, le Togo. Nous devons changer de comportement. Je le dis autant pour les gens, pour nous de l'opposition, que pour les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui que eux qui nous gouvernent aujourd'hui, ils puissent considérer une seule fois que eux ils ont pris le pouvoir, ils vont rester à vie. Pendant 50 ans, le même clan, le même système politique nous gouverne. Et ils pensent que si on le fait comme ça, on peut encore perdurer pendant 50 ans plus. S'ils le font comme ça, ils n'aiment pas le pays. Ils n'ont pas d'amour pour le pays. Ça fait combien de temps nous courons derrière les réformes? Les réformes chez nous sont devenues un serpent de mer. On ne peut pas saisir le bout. Mais combien d'années on va mettre pour parler de réformes dans ce pays? Combien d'années? Mais chaque fois qu'on essaie, ça glisse.
On parle des locales depuis combien de temps? Tout le monde sait que l'organisation des élections locales est une nécessité vitale pour nos communautés de base. Mais pourquoi on ne fait pas les locales? En tout cas, ce ne sera pas pour maintenant, vu que de nouvelles délégations spéciales ont été nommées. Mais bien sûr, et c'est ça, ce qui est bizarre dans notre pays. Au moment où tout le monde crie élection locale, on nous nomme encore des délégations spéciales. Comment vous pouvez comprendre? Donc ce que je dis, le manque d'amour dont je parle entre nous, partis de l'opposition, je parle de la même chose vis-à-vis, justement, des gens qui sont au pouvoir aussi. Parce que si il aimait un tant soit peu ce pays, il aurait pu libérer l'espace pour qu'on aille réellement à la vraie démocratie. On ne peut pas être en démocratie et vouloir appliquer les lois de la dictature. Ce qui se passe là, c'est comme c'est une démocratie de façade. Vous y venez, vous aussi, venez participer, et puis après, bon, on dira que la démocratie est en marche. Même si vous n'avez aucune chance demain de gagner des élections. Quelle est cette forme de démocratie? Donc nous devons revenir à un peu plus d'amour pour notre pays, pour l'élever. Nous avons besoin d'élever ce pays, nous avons besoin de le célébrer. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Nous avons un seul pays. C'est ce que Dieu nous a donné. Personne d'entre nous n'a demandé à naître au Togo. Mais c'est Dieu qui nous a placés là. Nous avons la responsabilité, la lourde responsabilité de faire en sorte que ce pays émerge. Ce pays devienne un pays comme les autres. Mais ça fait honte parfois d'aller dans un pays à côté et qu'on dise, mais vous là, qu'est-ce qui se passe? Et qu'on aille encore à des élections présidentielles dans ce pays avec un scrutin uninominal à un tour. Alors que tous les pays qui nous entourent, le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, ils ont au moins réglé le problème pour donner un sens à la démocratie. Le pluralisme démocratique veut que tout le monde participe à une élection. Quelle est cette affaire bizarre de contraindre les gens à aller choisir un candidat unique parce que c'est la loi qui vous l'impose? Ce n'est pas normal ça. Il faut qu'on règle ce problème-là définitivement dans ce pays. Parce qu'on ne peut pas traîner la même chose tout le temps. Alors justement, vous venez de toucher du doigt les erreurs qui ont été commises au moment où vous étiez à la tête du comité d'action pour le renouveau. Aujourd'hui, ce sont les forces démocratiques pour la République. Comment est-ce que, enfin, qu'est-ce que vous allez apprendre de ces erreurs et quelle va être la nouvelle stratégie des FDR? Qu'est-ce qui va être différent en fait dans l'action? Les FDR ou FDR, nous sommes des républicains par conviction. C'est ce que vous étiez avant, hein? Non. Enfin, c'est selon. Enfin, républicains, libéraux, ouais. Enfin, vous étiez... Nous sommes des républicains par conviction parce que nous voulons redonner de la valeur à la République togolaise. Nous voulons donner de la valeur, donner à chaque Togolais la fierté d'être Togolais. Parce que regardez un peu comment ça se passe dans notre pays. Vous croyez que les citoyens togolais sont fiers aujourd'hui d'aller à l'extérieur pour aller défendre fièrement que nous sommes Togolais? Il y en a même qui rasent les murs lorsqu'on parle du Togo. Ils fuient, ils détalent parce qu'ils n'en sont pas fiers. Mais il faut quand même qu'on fasse des choses pour qu'on redonne la fierté aux Togolais. Et c'est ça notre mission. Qu'est-ce qu'il faut faire demain pour que le Togolais se sente bien chez lui? Mais il y a nécessité de faire en sorte que nous devons nous donner un cadre de discussion. Nous devons nous donner des lois que nous respectons. Parce que ce n'est pas normal qu'on ait des lois et que personne ne respecte. Surtout ceux qui sont au sommet de l'État, ils badinent avec les lois de la République. Comment voulez-vous que les autres citoyens respectent ce qui est sacré dans ce pays? Lorsque au sommet, vous ne respectez pas les lois, mais les gens se comportent aujourd'hui que être totalement indiscipliné, c'est ça justement qui constitue la fierté. Vous allez au feu rouge. Les gens disent oui mais bon, brûler les feux rouges, c'est ça, c'est bien. C'est la mode. Insulter les gens, prononcer des mots grossiers à l'égard des gens qui passent, c'est ça qui est à la mode. Mais tout ça là, c'est des travers que nous devons corriger. Nous devons éduquer cette population. C'est notre responsabilité de parti politique. Pour que finalement demain, nous puissions redevenir le pays, le peuple qu'on était avant. Le peuple togolais était très respecté. Dans la sous-région, partout où on passe, on dit, mais le Togolais, c'est le peuple qu'on aime le plus. Mais de plus en plus, nous tombons dans quelque chose de bizarre. Alors, il faut qu'on fasse l'effort. Pas le règlement du contentieux qui est là aujourd'hui, le contentieux de la démocratie et de l'état de droit. En réglant ce contentieux-là, en nous dotant d'un cadre sérieux, pour aller à des élections sérieuses.
ou c'est seulement le peuple qui décide. À ce moment-là, nous redevenons quelque chose de bien pour le pays. Parce qu'il faut donner la souveraineté au peuple. Une démocratie dans laquelle le peuple n'a pas son mot à dire, excusez-moi, c'est une démocratie de façade. Nous devons redimensionner les choses et donner justement ce qui revient au peuple. Il faut que le peuple devienne souverain dans notre pays. Mais quelle souveraineté le peuple a aujourd'hui? Les élections qu'on a organisées, ça et là jusqu'à aujourd'hui, ça nous donne quelle fierté? Alors c'est pour ça que, aussi bien pour les populations, les concitoyens eux-mêmes, que pour les dirigeants et tous ceux qui sont des acteurs politiques dans ce pays, il faut faire en sorte que nous devons conjuguer nos efforts pour que le Togo redevienne un pays fier de lui-même, avec des populations fières d'être togolais. C'est la mission. Ça, c'est une tâche ardue. Hein. Ah oui, mais elle est ardue, mais il faut y arriver. Et il faut y arriver. Si on ne le fait pas, qui le fera à notre place? Si on ne le fait pas, il n'y a pas de génération spontanée, on va pas... Ce qui est en train de se passer là aujourd'hui, un jour, on ne se lèvera pas un bon matin, et puis avec baguette magique, quelqu'un viendra dire, oui, mais les Togolais, je vous ai transformé. C'est la volonté intérieure que nous avons qui nous fera transformer. Parce que la seule chose qui vous limite vous-même, c'est vous. C'est l'individu qui peut se limiter. Si nous voulons aller de l'avant, c'est nous-mêmes. Voilà, c'est ce que nous avons Maître bien Perron, faire. je sais que les téléspectateurs brûlent d'impatience parce que beaucoup de questions, hein, comme je vous l'ai dit, ont été envoyées sur les réseaux sociaux. Je vais vous les lire hein, telles quelles et vous y donnerez les réponses. Il y a Elom Konouche qui demande, ne dit-on pas souvent que l'union fait la force? Alors pourquoi ne pas se joindre à un parti politique déjà existant, reflétant vos convictions et votre idéologie, que d'aller mener aussi le combat à part? Ce qu'il dit là n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Vous avez vu des milliers de gens que nous drainons derrière nous, qui ont une idée de la politique togolaise. Et vous allez aller leur dire, oui, mais ok, à partir d'aujourd'hui, je décrète que vous alliez dans tel parti politique. Comment ça va se passer? L'union fait la force, comme il le dit, je suis convaincu, je suis d'accord avec lui. Nous voulons créer ce cadre-là pour permettre à l'opposition de se retrouver, pour constituer justement une force. Ça, on y travaillera. Mais quand vous dites que pourquoi vous n'allez pas dans notre parti politique, ça c'est, je crois que c'est simplifier le débat. C'est trop simplifier le débat. Il ne s'agit pas de ça. Alors, il continue et demande quelle garantie vous donnez à vos membres du parti politique qu'ils puissent également prétendre au poste de président et ne pas être chassés par des manipulations comme ce fut le cas avec vous-même. Mais écoutez, en fait, ce n'est pas une question de test. Nous avons de beaux tests dans le pays. Notre constitution de 92 était un très beau test. Ouais. Mais c'est l'utilisation que les gens en font. Au niveau du cas qu'on a quitté, on a un beau test. Mais c'est le travertissement du test qui est en réalité le problème. Il faut respecter les tests. Souvenez-vous, quand la crise là est née, on est allé jusqu'à me dire, à une réunion publique, que moi, Pévon, président national du parti, je ne peux même pas être présent pour conduire, pour organiser le congrès. Le congrès de parti, on dit non. Pour organiser ce congrès, il faut que moi je parte, qu'on mette un comité ad hoc. J'ai dit, mais pourquoi vous le dites comme ça? On me dit, ah, parce que moi j'ai été élu pour 4 ans. Après 4 ans, comme on n'a pas fait de congrès, donc ça veut dire que la confiance, c'est pas tolérance qu'on a accepté que je continue. Comme il y a crise, la tolérance est retirée, donc je ne peux même pas être, mon équipe ne peut même pas être présent pour organiser le congrès. Alors je leur ai demandé, mais sortez, prenez le test, prenez nos statuts, sortez-moi la disposition qui permet de faire ce que vous dites là. Oui, ils l'ont cherché, ils ne l'ont pas trouvé. Alors on dit, ah, on aurait dû le prévoir. Alors, vous ne l'avez pas prévu, alors c'est à cause d'une crise que vous avez inventé un test pour régler une situation. Non, c'est-à-dire que tout ça là, c'est ça qui a fait que nous sommes en retard jusqu'à aujourd'hui. Et sinon on continue comme ça, on sera toujours en retard. On ne réussira jamais. Parce que ce que tu fais dans la méchanceté, ce que tu fais en méprisant l'autre, mais ça ne réussit jamais. Ça ne réussira jamais. Moi, je le dis de manière forte. Alors, aujourd'hui, l'union dont on parle là, je ne le dis pas par
parce que j'ai envie de parler de un langage de politique qui adule, qui trompe aussi. Oui, justement, parce qu'on peut se dire que c'est maintenant que vous êtes venu dans le panier à crabe, donc vous allez tenir un langage de douceur. Non. Pour parce que espérer la clémence des autres. Je sais une chose. Ce que je suis en train de dire là, j'ai déjà rencontré un certain nombre de responsables de partis politiques avant de créer mon parti. J'ai toujours entretenu des relations de courtoisie avec eux tous. Eux tous. Aucun responsable de parti politique ne peut dire que moi, Pévon, je lui ai manqué d'égard. Je les traite tous avec courtoisie, avec humilité. Et je leur dis tout le temps, chaque fois que l'occasion se présente, que si nous ne nous débrouillons pas pour régler le problème, le clivage, les difficultés qui existent entre nous, mais on fera du sur place. On restera à la même place. Ça ne changera pas. Ils en sont conscients, tout le monde est conscient. Même ceux qui ont cru hier que seul ils peuvent faire, ils ont compris aujourd'hui que ce n'est que dans l'union qu'on peut régler ce problème. Donc, si les gens ont essayé de rouler en solo, et ça n'a pas marché, ce n'est pas moi qui viens maintenant qui va vouloir plutôt rouler en solo. Ça va donner quel résultat? J'ai déjà l'expérience du passé. Chacun de nous a voulu. Le cas l'a voulu faire. L'UFC l'a fait dans le temps. D'autres l'ont fait. Ça n'a pas donné de résultat. Alors, en venant aujourd'hui, on ne va pas copier les erreurs du passé en voulant rouler en solo. Parce que ça ne donnera pas de résultat. Alors, donc, comme on sait que ça ne donnera pas de résultat, vaut mieux faire en sorte que ça puisse donner des résultats. Moi, je crois que c'est ça qui est l'essentiel aujourd'hui pour le Togo. Maintenant, au niveau du parti même, est-ce qu'il y a par exemple des garde-fous qui ont été mis en place dans les tests pour éviter la situation que vous avez connue? Les garde-fous, c'est quoi? Je ne sais pas moi, le président élu pour tel mandat, renouvelable une seule fois, nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutivement ou alternativement, des choses comme ça. Je vous l'ai dit tantôt, on peut mettre des dispositions de ce genre. Mais celui qui ne veut pas appliquer correctement les tests, il va trouver des assises pour pouvoir les contourner. Mais si on est réellement sérieux, quel que soit le test qu'on se donne, si on est réellement démocrate, on a la démocratie dans le sang, on veut que les choses avancent pour son parti et pour le Togo, quel que soit le test, on doit pouvoir s'entendre. Voilà. Il y a notre internaute Marc Dometti qui demande: le CAR peut-il aujourd'hui compter, le CAR peut aujourd'hui compter de députés dans l'Assemblée, enfin j'avoue pas trop bien comprendre, mais c'est ce qu'il a écrit. Le CAR peut aujourd'hui compter combien de députés dans l'Assemblée? Le CAR? Oui, vous êtes parti. Mais on était 5. Bon, moi je suis parti, ils sont restés 4. Maintenant vous devenez député non inscrit. Mais bien sûr. La question ne se pose même pas. Alors, il y a Edmond Koukpamou qui dit, il vous dit, ah cool, finalement, il a laissé la coquille vide à son patron Agboibon. Alors, acceptera-t-il un jour une coalition avec le CAR? Je l'ai déjà répondu à cette question. Je dis, dans un proche avenir, ce qu'on peut faire pour sortir ce pays de cette difficulté aujourd'hui, pour aller, nous aussi, à l'alternance, moi, Pévon, je ne m'y opposerai pas. Je ne dirai pas demain, si ceux qui sont restés aujourd'hui au CAR disent qu'ils ont envie de faire les choses dans les normes, et dans ce que le peuple souhaite le plus cher, pourquoi leur dire non? Donc moi je suis ouvert à tout le monde. Et demain, l'essentiel est que tout le monde se comporte de manière correcte. Alors, Joël Alossé, il demande à quoi l'idéologie du parti de Maître Pévon différera-t-elle de celle qui guidait ses actions au CAR? Ça aussi, je crois que j'ai déjà répondu abondamment à cette question-là. Aujourd'hui, ce que nous voulons faire, je l'ai placé sous 2 angles. Et je le rappelle que nous voulons aujourd'hui provoquer le réveil des populations togolaises. Et en tant que parti, nous irons à l'intérieur, nous irons parler aux gens, nous allons dans tous les hameaux, dans tous les villages, on ira parler aux gens. Mais ça seul ne suffit pas. Nous devons provoquer un électrochoc au niveau de l'opposition pour que nous ayons un cadre de discussion avec le pouvoir. On doit être ensemble unis pour discuter et pour obtenir des résultats. Si on ne le fait pas, mais ils vont continuer permanemment à se moquer de nous. Voilà, c'est parce que le rapport de force aujourd'hui n'est pas en notre faveur que certaines discussions sont élaguées. Aujourd'hui, bon, finalement,
bon, les gens du pouvoir ont l'impression qu'ils ont un boulevard devant eux, que rien ne leur arrivera. Alors c'est à nous de prendre nos responsabilités. Alors, en fait, il y a beaucoup de questions hein, que je crois ont déjà eu réponse. Mais si je les pose systématiquement, c'est parce que les internautes m'accusent souvent de ne pas lire leurs questions à l'antenne. Alors, il dit, la même personne, Joël Alossé, qu'est-ce que son parti apporte de nouveau sur la scène politique togolaise qui n'a pas été déjà fait? Je l'ai dit. Est-ce que je crois, est-ce que je ne suis pas sûr que vous ayez entendu souvent des gens venir ici à votre antenne dire que nous avons péché par déficit d'amour, que nous devons mettre beaucoup d'amour dans la politique togolaise. Il faut ramener Dieu au cœur de ce que nous sommes en train de faire. Dieu doit être présent. Il y a des gens qui sont contre. Hein. Mais tant pis, c'est leur conception. Je vous dis cette petite anecdote. Ouais. Moi, j'ai fait une méditation biblique que j'ai envoyée sur les réseaux sociaux. La réponse qu'on m'a donnée, c'est il faut tuer Dieu et avancer comme s'il n'existait pas. Ça, c'est leur problème. Moi, je ne tuerai pas Dieu, je l'invoque. Je lui demande de venir, d'être présent. Ceux qui veulent tuer Dieu, ça, c'est leur problème. Si ça peut leur réussir, c'est leur affaire. Mais moi, je dis, nous avons péché par déficit d'amour. Et tant qu'on aura réglé... L'amour entre vous ou pour le peuple? À quel niveau? D'abord pour le peuple. Si on a de l'amour pour le peuple, je l'ai dit, pour les gens qui sont nos gouvernants, s'ils ont de l'amour pour le peuple, ils ne se comporteraient pas de cette manière aujourd'hui. Si nous aussi on a de l'amour pour notre pays, on ne serait pas empêtré dans nos querelles sans fin depuis combien d'années? C'est parce que nous avons péché par amour. Voilà. Alors aujourd'hui nous disons, remettons les choses à l'endroit. Tendons-nous la main. Parlons avec beaucoup de franchise. Parce que si vous ne parlez pas les uns aux autres avec franchise, en respectant vos engagements, vous n'irez pas loin. Parce que, je l'ai dit également aujourd'hui, les gens ont cru qu'en politique, tout est permis. C'est la jungle. Tous les coups sont permis. On peut piétiner, on peut dribbler. L'essentiel est qu'on atteigne le résultat. Mais c'est la conception d'hier. Mais ça n'a pas donné de résultat. Et vous continuez comme ça, ça ne donnera pas de résultat. Alors, ce que nous apportons de nouveau, c'est l'ouverture, c'est la franchise, c'est l'honnêteté. Nous ne sommes pas venus sur la scène politique pour nécessairement courir derrière le pouvoir. Parce que nous avons fait ça aussi dans le passé. Mais c'est ça le but d'un parti politique, la conquête du pouvoir. Nous travaillerons pour la conquête du pouvoir. Et nous allons être sur le terrain. Mais nous n'allons pas privilégier la conquête du pouvoir au détriment de ce que nous devons faire ensemble pour que l'alternance vienne dans notre pays. Si nous le faisons correctement et que demain le peuple nous dit « Ah, c'est vous qui méritez d'être le porte-flambeau de la lutte », c'est tant mieux. Mais nous n'allons pas le mettre en avant. Parce que si nous le mettons en avant, nous tombons dans les mêmes travers de ce que nous avons connu. Dans les mêmes travers. Alors, il faut changer de comportement. C'est ce que je dis. Et je le martèle. Nous allons être sur la scène politique. Nous allons tendre la main. Nous allons travailler pour être leader dans ce pays comme parti politique. Mais notre ambition, c'est faire en sorte que cette volonté de conquête du pouvoir ne prime pas sur ce que nous devons faire ensemble pour sauver ce pays. Alors, ces autres questions, je crois que ça va être des sujets qu'on va aborder plus loin, puisqu'ils demandent quelles sont vos réflexions sur le budget qui vient d'être voté, enfin, c'est pas encore voté. Quelles solutions proposez-vous au surendettement du Togo? Ça, on va l'aborder un peu plus loin. Il y a M. Ama qui demande sur Facebook quelle sera concrètement la ligne directrice du parti. Ça aussi, on l'a dit. Qu'a-t-il à nous proposer de nouveau également? Et puis, il y a une question intéressante. Quelle sera son attitude envers le chef de file de l'opposition? Mais ce que je dis n'est pas différent, le chef de file de l'opposition. C'est un président d'un parti politique, je dis la même chose. Et pour lui, comme président d'un parti politique ou responsable ou président d'un regroupement de partis politiques, ce que je dis par rapport aux autres, c'est la même chose que je dis, les gars. J'aurai le même comportement, la même attitude vis-à-vis de courtoisie, d'approche, d'humilité à l'égard de tout le monde, pour que nous puissions rendre possible ce que nous voulons faire. Sa deuxième question, envisage-t-il une quelconque coalition? Coalition, je ne peux pas, c'est prématuré. C'est prématuré parce que nous tâtons le terrain.
nous irons vers les gens, nous irons parler aux gens. Je ne sais pas encore quel va être l'accueil. Encore que j'ai dit tout à l'heure que avec beaucoup, j'étais déjà en discussion pour attirer leur attention sur le danger collectif que nous courons tous, avant même la création, la naissance de mon parti. Je vais continuer à parler avec eux et on verra comment chacun appréciera la situation et la volonté que chacun montrera pour que nous puissions aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. D'accord. Jean Lodonou, il demande... il écrit d'abord: de tout temps, les politiciens s'accordent à dire que le RPT Unir n'a jamais gagné d'élection dans le pays, mais le même parti fait 50 ans. Les autres multiplient le nombre de partis comme vous venez de le faire. Vous ne vous entendez jamais. Comment allez-vous obtenir l'alternance avec 110 partis contre le RPT Unir? Alors, il ajoute, s'il vous plaît, soyez explicite et clair. Non, je vais être explicite. Chaque fois, j'entends les gens dire il y a 110 partis politiques, vous êtes le 110e. Mais dites-moi, honnêtement, M. Niaoui. Il paraît qu'il y a un 111e même. Bien sûr, mais dites-moi, 110 partis dont vous parlez là, lesquels aujourd'hui font des activités sur le terrain? Peut-être une dizaine ou une quinzaine. Bien sûr. Il y a même des responsables de ces partis-là qui ont oublié même qu'ils ont créé un parti dans ce pays. Il y en a qui ont même oublié qu'ils ont créé un parti politique. C'est peut-être au ministère de la décentralisation. De régler le problème. Ce qu'on a fait au Burkina la dernière fois, j'ai entendu, j'ai apprécié. Ils ont sommé les partis de faire des congrès de leur parti et reprendre des activités, sinon ils seront radiés. Oui. On ne peut pas nous rabattre tout le temps les oreilles qu'on a 110 partis, alors qu'on voit à peine 5 ou 6 sur le terrain ou une dizaine sur le terrain. Alors, les 90 autres, il faut quoi? Il faut les supprimer si les partis-là ne veulent pas faire d'activité. Alors, on ne peut pas tout le temps dire, oui, mais parce qu'il y a 110, lorsque vous êtes porteur d'une idée nouvelle, on dit, vous ne pouvez pas la porter parce qu'il y a déjà 110. Ouais. Non, cette manière de poser le débat est totalement tronquée. Ce n'est pas... Ceux qui sont sur le terrain hier, peut-être qu'ils ont apporté quelque chose. Mais le 110e peut apporter quelque chose qui peut bouleverser les donnes. Vous voyez tout le bouleversement qui est aujourd'hui dans le monde entier. Oui. Les idées novatrices qui viennent. Peut-être que c'est le 110e qui apportera le changement réel dans ce pays. Jean-François, il dit bon, il écrit bon, violet égale, violet c'est la couleur de votre parti, égale bleu, rouge. Alors, doit-on s'attendre un peu, car CAR, votre ancien parti, un peu la grande maison? Je ne connais pas le bleu, rouge, le violet que nous avons pris. On l'a défini un peu la dernière fois quand vous êtes venu. Le violet, c'est la symbiose des couleurs. Nous, notre idée, ça traduit ce qu'on a envie de faire. Comment mettre nos différences ensemble. Le violet, c'est la couleur dominante de l'arc-en-ciel. Donc, ça veut dire que nous avons des différences aujourd'hui au niveau de nos partis politiques, mais comment mettre ces différences au service du peuple. Et surtout, et je le répète encore, le violet, c'est la couleur de la spiritualité. Nous sommes dans le temps de l'Avent. Lorsque vous allez dans les églises aujourd'hui, jusqu'à la fin du mois de décembre, tout est décoré en violet. Alors donc ça dit que ce n'est pas par hasard, parce que nous croyons réellement que la main de Dieu est dedans. D'accord. Monsieur Komlan Amédé Amenyran, il écrit, il demande, est-ce que le problème togolais est un problème de profusion de partis politiques, surtout quand on sait les conditions dans lesquelles ce parti a vu le jour? J'ai déjà répondu. Je crois que je ne reviens plus là-dessus. Je me suis étendu abondamment là-dessus. Donc, ce n'est pas une question de profusion de partis, mon cher. Qu'est-ce que les partis qui viennent font réellement? Un parti politique peut naître aujourd'hui et disparaître demain. Mais un parti politique, même dans cette multitude-là, venir et apporter quelque chose que les gens vont apprécier demain. C'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. Attendez, que les gens attendent de voir si nous sommes venus juste pour jouer de la figuration ou si nous sommes réellement venus pour apporter quelque chose au changement dans ce pays. Alors, il continue, Maître Apévon, je crois qu'il faut être sérieux et chercher les moyens politiques pour créer les conditions d'un état de droit au Togo et surtout relancer son économie. Alors, il est au sérieux, alors on fait quoi? En faisant quoi? Moi, ce qu'il propose là, je le fais dans quel cadre? En tant que quoi? D'accord. Germain Sossou, voici mes questions. Bonjour maître, j'ai suivi votre cérémonie de lancement du parti et ceci m'a ressemblé à une démonstration de force. Avec le nombre et les personnalités qui composent votre bureau,
Pourquoi ne pas saisir l'opportunité de vous imposer au sein du CAR et montrer à la jeunesse une autre valeur du combat politique que de suivre la routine RPT, OBU, UFC, ANC? C'est lui qui sait. Moi, je n'ai pas compris très bien. Parce que ça aussi, j'ai déjà répondu à cette question. C'est-à-dire, il dit que avec la démonstration de force que vous avez montrée la dernière fois, vous aurez pu faire montre de ça au sein du CAR et mettre en minorité ceux qui... Ceux qui sont venus au Congrès, c'est une partie. Je ne peux pas me targuer que je suis parti avec tous les militants du CAR. Ceux qui sont venus de l'intérieur, ce n'est même pas eux qui font le Congrès. Nous avons des tests. Ceux qui doivent venir au Congrès, c'est des gens qu'on doit désigner de manière consensuelle. On doit s'asseoir quelque part pour dire, voilà le nombre qui doit venir de telle fédération. Les présidents des fédérations, tel nombre, on doit coopter des gens qui doivent venir au Congrès. C'est un nombre restreint de personnalités qui viennent au Congrès. Et ils ne dépassent pas 300. Alors, pour arrêter ce nombre-là, il faut être quelque part pour pouvoir discuter et arrêter le nombre. Ce n'est pas les gens qui sont venus de l'intérieur parfois. La dernière fois qu'on a vu au Congrès, ce n'est pas eux qui font le Congrès. Donc quand ils disent que oui, les gens sont venus nombreux avec eux là, on doit pouvoir s'imposer, ce n'est pas comme ça ça se passe. Donc il faut qu'ils maîtrisent un peu mieux comment ça fonctionne. À moins de, c'est lui qui écrit toujours, Germain Sossou, à moins de 2 ans des législatives et moins de 3 ans de la présidentielle, face à la multiplicité légale des partis, quelle sera votre priorité? Implanter le parti, vous consacrer à la conquête de l'hémicycle, les locales pour faire le parcours de la base au sommet ou reprendre la vieille stratégie de la prise d'abord du pouvoir et voir les autres choses après? La vieille stratégie de la conquête de ça aussi j'ai répondu. Oui, parce qu'on a vu des politiciens qui tombent en politique, qui veulent être président sans avoir jamais été dans un conseil. Je comprends et je partage ce qu'il dit. Moi, je l'ai dit, s'il y a une élection aujourd'hui, où il y a des élections que nous devons faire dans l'urgence, c'est les élections locales. Et je l'ai dit aussi tantôt, que ça fait des années que nous courons derrière ces élections locales. Or, ce n'est pas les élections locales que, à la base, les gens doivent apprendre ce que c'est que gérer une entité. Normalement, dans notre pays, depuis le début de notre processus démocratique, on devait commencer par les élections locales. Et lorsque les conseillers que vous élisez apprennent comment on gère la base, une petite communauté, ils apprendront lorsqu'ils seront élus députés demain comment ça se passe et puis remonter au sommet. Mais on a voulu faire les choses toujours par le sommet. Chacun a eu le regard tourné vers le sommet. On a oublié ce qui se passe à la base. C'est pour ça qu'on n'a jamais fait d'élection locale. Mais est-ce qu'aujourd'hui cette question se pose encore quand on voit un monsieur comme Donald Trump, qui n'a jamais été député, n'a jamais été sénateur, qui se retrouve président de la République. Il n'a jamais été gouverneur. Il n'a presque rien dirigé dans les affaires publiques. Oui, mais c'est ça qui constitue le bouleversement aujourd'hui que nous constatons dans le monde entier. Et vous parlez de Donald Trump, mais vous parlez de pays à côté. Patrice Talon, il n'a jamais été président d'un parti politique. Il est un homme d'affaires. Et ça vous montre qu'à un moment donné, il y a une crise même. Au sein de la population vis-à-vis des partis politiques. Quand on va dans les pays comme Haïti où des chanteurs deviennent présidents, dans d'autres pays c'est des comédiens qui deviennent présidents. C'est-à-dire que tout ce qui est cliché, habituel, normal, les gens de plus en plus commencent à se détacher. Mais ça aussi, c'est les comportements que nous avons eu vis-à-vis des populations hier. Les gens sont désabusés. Ils ont perdu foi à ces partis politiques-là que nous sommes, parce que, bon, ce que nous avons fait jusque-là ne correspond pas. Ça ne va pas être facile de faire renaître l'espoir. Bon, non, c'est-à-dire que, moi je dis, les populations qui ont envie que les choses changent dans notre pays, elles sont encore nombreuses. Elles sont encore déterminées. Mais elles sont tétanisées aujourd'hui, elles restent sur place, parce que les comportements d'hier les ont totalement désabusés. Mais lorsque demain, ils verront que nous commençons à tenir le langage ou à avoir le comportement qu'il faut, mais tout ce beau monde-là va se réveiller. Moi, j'en suis convaincu. Ils sont là, mais lorsqu'ils vont nous voir demain que finalement, nous avons compris la leçon, que ce n'est pas dans la division, ce n'est pas du chacun pour soi qui va apporter le changement dans ce pays. Et que lorsque le comportement va être en adéquation avec ce que nous allons dire, mais vous allez voir qu'ils vont se remobiliser. Moi-même, j'ai été surpris
que cette crise-là, au cas, a réveillé des gens hier qui ont dit non, mais nous, la politique là pour nous, c'est fini, on ne veut plus. Moi, j'ai été dans des fédérations où les gens m'ont dit non, ils ne veulent plus s'intéresser. Mais lorsque la crise là est née, j'ai été surpris que certains, dont moi-même j'ai oublié l'existence, c'est eux qui ont appelé. J'ai dit, pour nous dire, on a appris ce qui se passe là, mais s'il faut faire quelque chose, comptez sur nous. Donc ça veut dire que l'envie de faire du bien, de faire quelque chose de bien pour ce pays, n'a pas quitté les gens. Kofi Ben Pafou, il demande quelle sera la position de maître à l'Assemblée nationale. Renoncera-t-il d'être député du CAR? Ça, vous y avez répondu. Mais moi, je vais transformer cette question et vous demander, on sait qu'à l'Assemblée nationale, vous êtes député du CAR normalement. Maintenant, vous serez un député non inscrit. Vous allez changer de siège? Parce qu'en général, vous asseyez à côté de gens qu'ici. Vous allez changer de siège? Ce n'est même plus possible que je m'asseye à ses côtés, puisqu'on n'est plus de la même famille pour le dire. Hein? Moi, on va aller peut-être me donner un siège quelque part à côté. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne serai pas avec lui, ça c'est sûr. D'accord. Alors, enfin, ces autres questions ont été déjà répondues. Il y a Giovanni Foumé qui demande quels sont vos objectifs à court, moyen et long terme? Mes objectifs à court terme, c'est reprendre contact avec le terrain. Parce qu'on ne peut rien faire dans ce pays sans, comme je l'ai dit tantôt, réveiller les populations. Donc très très rapidement, moi, un déplacement ou une conquête de l'électorat, pour moi, s'impose. Mais au même moment que je vais entreprendre ces périples-là où on ira sur le terrain pour mettre nos structures et autres, au même moment, il faut commencer déjà à discuter avec les autres. Et parce que lorsqu'on va discuter, on va réussir au moins à définir un cadre pour pouvoir aborder les problèmes qui sont les problèmes cruciaux aujourd'hui pour le pays, les problèmes des réformes, les problèmes des locales. Parce que les gens nous reprochent souvent d'attendre la veille des élections oui, pour commencer à parler de ces problèmes. Aujourd'hui, personne n'en parle. C'est comme si il y a eu une apathie qui s'est emparée de nous. Et les évêques ont donné le ton la dernière fois. En disant, oui, mais on a l'impression qu'après les élections, toutes les revendications, nos revendications, ont brusquement disparu. Les revendications sur les réformes, les locales, c'est comme si finalement, pas eu une baguette magique, tout ça a disparu. Mais il faut revenir à l'essentiel. Surtout au moment où il y a un semblant d'accalmie aujourd'hui dans le pays, c'est à ce moment qu'il faut poser les problèmes des réformes, poser le problème des locales, pour qu'on puisse leur trouver une solution adéquate avant d'entrer encore dans une période chaude des élections. Donc nous pensons que la priorité, au moment où nous allons vers l'électorat pour mettre nos structures, il faut en même temps penser à créer le cadre avec nos amis, discuter pour ressusciter l'envie de parler de ce qui est essentiel, qui est la priorité pour les populations. Et ça, c'est les objectifs à court terme. Bien sûr. Maintenant, au long terme... Le court, moyen terme, bon, mais je voudrais avec les amis, avec mon parti et avec tous les amis de l'opposition, aller à des élections locales et obliger le gouvernement à les organiser et les gagner. Organiser des élections législatives et les gagner. Parce qu'il n'est pas normal aujourd'hui qu'à l'Assemblée, on soit aussi dominé, réduit à la portion congrue. Parce que unis aujourd'hui à la majorité, une majorité écrasante. 62 députés. 62 députés, quel que soit le débat que vous faites là-bas, ils se foutent de vous, ils se moquent de vous. Et vous faites les commentaires et tout ça. Ils savent qu'ils ont une majorité confortable pour voter ce qu'ils ont envie de voter. Donc, il faut travailler pour que à la prochaine législature, on soit dans une position telle que on ne soit pas. Que les forces s'équilibrent. Absolument, que les forces s'équilibrent au moins. Et ce n'est qu'en équilibrant les forces qu'on peut espérer gagner des élections présidentielles futures. Olivier Tekpor, il pose une question qui va peut-être vous enquiquiner. Pourquoi ce tintamarre avec le CAR si Maître Apévon devait créer un parti politique, ou est-ce une stratégie pour partir avec une partie des membres du CAR? Ça aussi, j'ai déjà répondu. Moi, le parti aller créer un parti n'a jamais été mon souci premier. Moi, je vous ai dit que j'ai tout fait pour éviter ça. Ça a duré 1 an. Bon, j'ai été mon compte défendant forcé à faire ce que j'ai fait. Mais
Je n'ai jamais planifié dès le départ aller créer un parti politique. Ce que j'ai proposé à nos amis pour éviter justement le crash, si on l'avait fait, on n'en serait pas là aujourd'hui. Un parti politique continue-t-il? C'est aussi les moyens financiers, les ressources, comment compte-t-il les mobiliser? Les ressources, il faut les chercher. Les populations, les gens qui sont... continue et dit, où est-il soutenu par un lobbying étranger? Mais le lobbying étranger, ce n'est pas exclu. Un parti politique ne peut pas être créé et qui veut conquérir le pouvoir demain sans aller chercher un lobbying étranger. Comment vous allez faire sans aller trouver quelqu'un qui vous sponsorise demain? Si vous avez la chance de trouver quelqu'un qui vous aide, ben dites merci à Dieu. Et en tout cas, pour réussir des élections présidentielles ou législatives correctes dans ce pays, il faut avoir les moyens, il faut aller les chercher. Mais nous comptons d'abord lancer au sein de la population, parce que ça aussi, on ne l'a pas fait souvent, c'est notre ambition. Nous allons lancer très rapidement au sein de la population une collecte. Une collecte. Nous sommes en train d'ouvrir un compte. Mais même si c'est 100 francs que celui qui est là, dans le fin fond de Dapaon et autres, trouve, s'il trouve un moyen, il peut l'envoyer sur le compte. Si on a 100 000 personnes, 100 000 personnes demain qui cotisent ne serait-ce que 500 francs multipliés, c'est ça. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Mais ça n'a jamais été, presque jamais été expérimenté parce on va le faire. On voit plus dans les présidents des partis comme des pourvoyeurs de fonds. Bien sûr, mais l'envie que nous suscitons aujourd'hui auprès de nos militants, nous avons commencé déjà à leur dire qu'il faut que chacun d'eux participe à la gestion du parti. Le parti n'est pas, comme vous l'avez dit, une caisse de sécurité sociale où les gens disent « Ah oui, mais on vient voir le président, donne-nous les sous ». On ne peut pas le faire. Mais au contraire, ceux qui sont aujourd'hui membres, je ne parle pas des électeurs. Les électeurs, eux, ils attendent tranquillement le jour du vote et vous allez les cotiser. Mais ceux qui ont déclaré être membres du parti, il faut qu'ils participent justement à la gestion, à la vie du parti. Et sa dernière question, il dit, en Afrique, le vote est tribal. Est-ce que vous avez les moyens nécessaires pour rivaliser avec Maître Agbouibo dans son fief pendant les législatives? Non, moi, je ne fais pas de la fanfaronnade. Ça, ce qu'il pose là, ce n'est pas... C'est déplacer le débat. Ce n'est pas un problème à Agbouibo à Pévon. Moi, je ne suis pas sur ce terrain-là. On est en train de parler d'un problème national. Le problème du Togo, ce n'est pas un problème entre Pévon et Agbouibo. Le problème est plus élevé que ça. Il y a Daté Komlan Wotojo qui demande, est-ce que vous pensez avoir laissé une coquille vide au cas? Je ne dirais pas ça. Ça aussi, c'est de la fanfaronnade pour rien. J'ai des gens autour de moi aujourd'hui qui veulent faire ce qu'on a envie de faire. Et je leur rends hommage, je les remercie pour cela. Mais ceux qui ont décidé de rester, je les respecte également dans leur choix. Mais c'est demain qu'on verra qui fait quoi. Moi, je ne peux pas me vanter de dire je suis parti avec les cadres. Non, j'entends des journalistes écrire des choses et là, mais tout ça, c'est de la provocation. Moi, dans l'humilité, je veux faire quelque chose. Que Dieu m'aide à le faire. Et pour que les Togolais voient demain que ce qu'il a promis, il a fait. La seule chose que je caresse, le rêve que je caresse, au soir de ma vie, que je puisse au moins dire que j'ai contribué à quelque chose dans ce pays. J'ai contribué à l'émergence, à contribuer à l'alternance dans ce pays. Que je sois à un poste ou non, ce n'est pas ça l'essentiel. J'ai contribué à cela. C'est ma fierté. Et puisque sa question, il continue dans sa question, si oui, qu'est-ce qui est plus facile selon lui? Créer un parti politique à partir de zéro comme Maître Agbouibo, ou bien se greffer à un parti, accéder à un sommet et partir avec les militants du dit parti comme Maître Pévon? C'est lui qui le dit, moi je ne sais pas. C'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit. S'il a suivi un peu ce qui nous est arrivé, ce qu'il dit là, moi je ne sais pas où il est allé chercher ça. Alors Nick Eugène pose des questions qui ont déjà trouvé réponse, donc pas nécessaire que je les repose. Alors Marcel Akwadja demande pourquoi les partis d'opposition s'opposent entre eux alors que leur adversaire d'en face uni se réjouit de leur division. Ça aussi, je l'ai dit. Je l'ai reconnu. Et c'est pour ça que je dis, nous devons changer de comportement. Je le reconnais que nous devons demander pardon pour ce que nous avons fait de mal à ce peuple. Et si nous changeons de comportement, on peut réellement
les réveiller pour qu'ils réellement se remettent dans la lutte. Gabin Messan, il dit bonsoir Maître Apévon. Sur une fiche qui a été distribuée lors du lancement de votre parti, les FDR, il est mentionné noir sur blanc que les frais d'adhésion sont fixés à 500 francs CFA. Mais aux dernières nouvelles, l'adhésion serait gratuite et la raison évoquée, c'est qu'il y aurait de bonne volonté qui aurait décidé d'amortir les frais d'adhésion des membres. Alors, y a-t-il des mains invisibles qui pourraient éventuellement tirer les ficelles derrière les FDR? C'est totalement faux ce qu'il est en train de dire là. Ce qu'il dit là, c'est de la manipulation. C'est méchant. Ça veut dire que les Togolais ils se comportent parfois, excuse-moi, comme des voyous. Ça là, c'est ce qu'il écrit là. C'est de la voyoucratie. Nous, ce n'est pas nous ça. Les frais d'adhésion demeurent 500 francs. D'où, lui, ce qu'il écrit là, il le tire d'où? Ça, c'est, ils prennent des trucs de manipulation pour venir raconter des conneries. Ça, c'est pas sérieux, ça. Il a dit aux dernières nouvelles, peut-être que lui aussi, il a reçu une information. Ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas vrai. Il sait que ce n'est pas vrai. Celui qui lui dit de le dire, il sait que ce n'est pas vrai. Alors, nous avons encore, maître, une vingtaine de minutes. Heureusement, j'ai fini avec les questions des internautes. Avant, on va faire un peu du ping-pong, ce qu'on ne fait pas souvent. On va aborder des sujets brûlants comme le départ. Enfin, Yaya Jammeh, la Gambie, qui, avant d'entrer en studio pour enregistrer cette émission, l'a appris. Le président gambien qui participait à l'élection présidentielle serait en train de reconnaître sa défaite. Ça surprend quand même, maître Apévon. Oui. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer là, je l'ai entendu tout à l'heure sur RFI, on a dit qu'il va lui-même faire une déclaration. Je n'ai pas encore entendu sa déclaration avant qu'on ne vienne en studio. Oui. Si ça se confirme que Yaya Jammeh annonce officiellement qu'il a perdu les élections et qu'il va partir, mais je dis que ça va être un bouleversement terrible en Afrique. Et malgré tout ce qu'il a fait dans le passé, s'il pose ce tape-là... Il serait rentré dans l'histoire. Ah ben bien sûr, il serait rentré dans l'histoire. Dès le lundi matin, je vais lui envoyer une lettre de félicitations pour avoir apporté la paix à son pays. Parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous devons savoir, dans tous nos pays, qu'il n'y a pas d'homme indispensable. Il n'y a pas d'homme indispensable. Personne ne peut se vanter de dire, sans moi, c'est le déluge. Personne ne peut le dire. Tu viens, tu fais ton temps et tu passes derrière le rideau. Tu apportes ce que tu peux apporter à ton pays et puis après, tu t'éclipses. Pour que la paix règne, on ne vient pas pour s'éterniser à un pouvoir. Parce que ce que tu n'as pas fait en 15-20 ans, mais ce n'est pas à l'orée de... après à l'approche de ta mort que tu vas le faire. Aucun responsable politique, au-delà de 15-20 ans, ne peut rien de nouveau. Rien. Parce que le pouvoir use. On parle de l'usure du pouvoir. Lorsque tu dépasses ce stade-là, tu deviens quelque chose de bizarre. Tu vas poser des actes bizarres. Un système qui est au-delà de 20 ans n'apportera plus rien de nouveau. Alors, si Yaya Jammeh a compris qu'au cours d'une élection, les résultats sont tels qu'il reconnaît sa défaite, mais bravo. Il aura sauvé l'Afrique, il aura apporté quelque chose d'immense. Parce que, rappelez-vous, l'histoire du Ghana, où on a dit que le Togo et la Gambie se sont singularisés à ce sommet-là pour la limitation de mandat. Ils ne l'acceptent pas. Je ne sais pas comment mon pays c'est accoquiné avec la Gambie pour être la risée du monde entier. Alors, si, malgré le fait qu'il refuse la limitation de mandat, il participe à une élection et qu'il la paie, il reconnaît avoir perdu, bravo. Et ça, c'est quelque chose de... Alors là, je suis en train de regarder sur le site internet de RFI, il est écrit Gambie, selon le président de la commission électorale, Yaya Jammeh s'apprête à reconnaître sa défaite et il continue par dire que Adama Barrow est élu président selon le président de la commission. Donc c'est en train d'être confirmé. Mais bien sûr. Alors, ça paraît quand même très surprenant que après 22 ans, toutes les déclarations tonitruantes qu'on connaît à Yaya Jammeh, que si facilement, c'est quoi? C'est une lumière, une étincelle divine, comme vous le disiez. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Franchement, je ne sais pas. Parce que même au cours de la campagne, même avant-hier, moi je l'entendais encore vociférer. Dire, ah non, mais que seul jamais... Dieu
pouvait lui arracher le pouvoir. Que seul Dieu pouvait lui arracher le pouvoir. Alors, il avait une telle assurance que moi, j'ai dit, les élections en Gambie, là, c'est perdu d'avance. Mais si ces élections sont passées dans des conditions telles que lui-même, il reconnaît finalement sa défaite, il y a quelque chose de je ne sais pas, c'est du miracle. Pour moi, ça veut dire quand même que pour les pays qui restent encore ou déjà restent accrochés au pouvoir, la Gambie qui était le mauvais élève est en train de donner un exemple? Je suis sûr que c'est un exemple que tous les autres dirigeants doivent retenir. Si après 22 ans, il organise une élection, les paix ou la paix, et puis reconnaît sa défaite, mais c'est un exemple sérieux que les autres doivent retenir. Et que finalement, Yaya Jammeh dit, mais inutile de provoquer justement le désastre, la mort dans son propre pays. Parce qu'il aurait pu dire, oui, ces élections-là, non, je les ai gagnées. Comme ça s'est passé dans notre pays, dans le temps et tout ça. On a connu des périodes où les élections ont été perdues par le président défunt, mais il a dit non, je les ai... On a envoyé un ministre de l'Intérieur aller proclamer les résultats à la place de la Commission électorale nationale. Et ça a entraîné... Vous parlez de CIMMN. Mais bien sûr, en 2005, ce qui s'est passé dans ce pays, c'était inouï. Le nombre de morts qu'on a connu. Bon, Yaya Jammeh aurait pu dire aujourd'hui, ah non, mais ces élections-là, moi, je les ai gagnées, même si c'est qui les a perdues, et provoqué le désastre, la guerre, tout ça là. Mais je ne sais pas quel est l'état du rapport de force entre lui et l'opposition. Ou peut-être c'est ce qui a fait que il a renoncé à faire plus de mal à son pays, ou bien d'autres puissances extérieures ont fait pression, j'en sais rien. Bon, c'est quand même quelqu'un qui ne sait pas qui a toujours résisté à ces pressions extérieures. Mais ce qui s'est passé, peut-être que c'est la lumière de Dieu qui a touché cette même lumière, il faut la souhaiter à d'autres personnes. Mais ça ne ferait que du bien à l'Afrique et à tous les pays africains. Il faut la souhaiter à tout le monde pour que on puisse sortir justement de ce carcan où quelqu'un vient et dit mais j'y suis, j'y reste. Il vient au pouvoir et dit mais tant que moi je ne vais pas mon corps sera pas si je vais prêt à aller soutenir, je ne pars pas. Alors, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, l'Afrique n'avance pas. L'Afrique fait du surplace. Des présidents qui sont totalement amortis. Je ne vais pas citer de nom ici, mais il y a des présidents. Une fois qu'on les élit, c'est fini. On les retrouve. Il y a l'Algérie, hein. il y a le Zimbabwe. Je ne citerai pas de nom, mais il y a des présidents, on a l'impression que ce qui les intéresse pour leur pays, c'est le jour où ils participent à une élection. Et puis dès que l'élection se passe, c'est fini, ils disparaissent. Et ils ne reviennent qu'à la prochaine élection. Non mais finalement, comment le pays peut se développer dans ces conditions? Comment le pays peut se développer dans ces conditions? En tout cas, quand on regarde sur beaucoup de sites d'internet, c'est confirmé, en Gambie, l'opposant Barrow l'emporte sur Jammeh avec plus de 45% des voix. Ça, c'est France 24 qui l'annonce sur son site. Ça veut dire aujourd'hui qu'une page s'est tournée. Là, c'est un pays qui est à reconstruire, la Gambie. Oui. C'est un grand chantier qui attend le nouveau président. Bien sûr. C'est un grand chantier, mais la manière dont la chose est arrivée, vous allez voir que les Gambiens, malgré le tas de délabrement qu'on connaît aujourd'hui au pays, vont s'y mettre. Parce que c'est un jour nouveau qui commence en Gambie. Alors, un nouveau président, l'alternance qui est à leur porte, ça va leur donner tellement de fierté que chacun va vouloir participer à l'édification de la nation. Dans nos pays où les élections sont tronquées, les gens ont perdu la foi aux élections, les chefs d'État qui sont élus dans des conditions aussi scabreuses, et ils sont là en tant que chefs d'État, mais sans l'adhésion populaire, vous êtes là, mais vous ne représentez pas grand-chose. Lorsque les populations ne vous portent pas dans leur cœur, vous avez beau leur apporter ici, faire des déclarations que moi je contribue à ceci, mais lorsque ils ne vous aiment pas, parce que vous n'êtes pas venu dans des conditions correctes, mais vous ne réussirez jamais à les séduire. Or, ce qu'on doit faire aujourd'hui, les chefs de l'État, on doit faire progressivement en sorte que l'Afrique aussi puisse ressembler à d'autres pays au monde. Alors, et certains pays le font déjà. Et moi, je leur rends quand même hommage. Alors, s'il y a quand même quelque chose à saluer en Gambie, c'est aussi
le travail de la commission électorale. Bien sûr. Est-ce que c'est parce qu'il n'y aura pas eu de pression en amont? Le cas de la Gambie, surtout cette élection-là, doit être un cas à étudier. Franchement, tel que moi j'ai connu Yaya Jammeh, de cette déclaration tonitruante et tout ça, je pensais que la commission électorale nationale était assez bonne. Oui. Apparemment non. Apparemment, ce qui se passe là, c'est apparemment non. Puisque c'est... Moi j'ai entendu la voix du président de la commission là dire, oui mais c'est quelque chose d'inédit dans leur pays. Que avant que eux programment les résultats, le président a déjà reconnu sa défaite, mais il y a quelque chose d'extraordinaire. Mais au-delà de tout ça, je crois que ce qu'il faut saluer aussi, et surtout, c'est le comportement de l'opposition. Parce que si ils étaient allés encore à cette affaire-là dans la division, parce que, souvenez-vous, je l'ai rappelé tantôt, l'élection chez eux, c'est un seul tour. Oui, bien sûr, comme chez nous. Comme chez nous. L'élection chez eux. C'est pour ça qu'il est déclaré, lui, avec 45,54% des voix. C'est ça. C'est un seul tour. Donc, c'est le comportement aussi de l'élection, de l'opposition qui a pu contribuer parce que ça a permis de dégager des pistes pour aller justement à une candidature unie. Et ça aussi, ça doit nous interpeller. Nous devons nous battre pour régler le problème des réformes. Mais peut-être en Gambie, il ne faut pas aussi oublier que le leader historique de l'opposition, qui s'appelle Oussainou Darboe, est en prison. C'est pas lui qui a été désigné, c'est un autre qui a été pris devant. Il y a aussi peut-être l'idée d'en finir avec ces prétendus candidats naturels, leaders historiques, pour trouver de nouvelles personnalités qui aspirent... C'est ce que je dis, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Parce que le débat même pour la candidature unique dans notre pays a été faussé. Parce que la manière dont c'est pris, la manière dont les comportements, on les a vus, ça frustrait les uns les autres, si bien que on allait dans la cacophonie, on ne se retrouvait pas. Mais il faut trouver une stratégie correcte juste demain. Si tant est qu'on ne réussit pas toujours à imposer les deux tours de scrutin. Le monde évolue. Vous voyez ce qui s'est passé en France. Les gens ont organisé des primaires. Pourquoi demain, on ne peut pas penser à une idée de primaire ou quelque chose comme ça? Mais il faut innover. Moi, ce que je dis pour le Togo, il faut innover, nous battre pour avoir les réformes et avoir le deux tours. Si on a les deux tours, alors là, le terrain est libéré. C'est la démocratie. Chacun ira. Chacun ira dans son recoin pour aller susciter de l'envie chez les électeurs avec un mot d'ordre simple au second tour. Rassemblement autour du meilleur. Comme ce qui s'est passé au Bénin. Absolument. C'est la meilleure stratégie, la meilleure chose qui puisse nous arriver. Mais au pire des cas, si on ne l'obtenait pas, réfléchir à des stratégies nouvelles pour dire mais comment nous faisons cette fois-ci pour arriver justement à contourner la difficulté. Ça, il faut y réfléchir la tête froide. Et je suis d'accord avec vous. Les vieux clichés, on dit, ah oui, c'est candidat naturel, tout ça, il faut réfléchir à tout ça pour pouvoir débloquer. Si réellement nous aimons notre pays et nous voulons lui faire du bien. En tout cas, nous allons contribuer justement à ce débat-là. Pas dans une position figée, mais dans une position d'ouverture. En tout cas, il y a une vie après le pouvoir. Au niveau de Jeune Afrique, ils ont mis comme titre Adama Barrow, l'homme qui a réussi à faire tomber Yaya Jammeh. Je le disais, il y a une vie après le pouvoir. Et certains l'ont compris et sont en train de ne même pas vouloir briguer un second mandat. C'est le cas de François Hollande en France, qui renonce à briguer un second mandat. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de la 5e République française. Est-ce qu'on peut dire que François Hollande a tiré les leçons de son impopularité? Oui, François Hollande probablement a tiré leçon de beaucoup de choses. Moi, je ne parlerai pas seulement d'impopularité. C'est vrai qu'il a été ces derniers mois impopulaire, très impopulaire. Seulement 7% des intentions. Il a posé des actes que les gens ont désapprouvés lorsqu'il s'attaque aux gens de son camp, dans le livre qu'il a écrit. C'est quelque chose d'inédit en France, où il dit clairement dans un livre, il ne fait pas confiance à tel ou tel. C'est un livre que les gens vont lire. Je me suis demandé comment il a pu faire ces confidences-là, en sachant très bien que ces confidences vont être publiées. Et naturellement, ceux à qui il s'est attaqué, bon, ont réagi violemment. Ce qui veut dire que si à tout hasard, on organisait
Parce que l'idée d'une primaire commençait aussi à s'imposer. Dans le camp socialiste, auquel il devait se soumettre aussi. Oui. Un chef d'État qui redescend aussi bas au niveau des primaires, c'est de l'humiliation. Oui. Je crois qu'il a tiré le son de tout ça là pour dire non, chapeau, je ne vais pas briguer un second mandat. Mais c'est tout à son honneur. À son honneur, parce que il peut être un président têtu, malgré tout ce que les gens racontent là. Il dit non, moi je suis candidat. Il peut peut-être manipuler les uns les autres pour les rallier à sa cause et tout ça, et foutre excusez-moi le terme, le bordel dans son propre camp. Maintenant, le fait de l'annoncer très tôt, qu'il n'y participe pas, peut libérer les énergies autour d'un candidat, machin, peut-être Valls, ou je ne sais pas. Oui, mais Macron est aussi il a annoncé à 16%. Est-ce que vous pensez que Valls, qui est aussi comptable du bilan de Hollande, quelque part, a des chances? Oui, c'est-à-dire que les gens ont toujours dit, au moment où François Hollande devenait impopulaire, en France, quand on voit les sondages, on dit c'est plutôt Valls qui a plus de chances de porter l'étendard de la gauche. Bon, maintenant, comme parfois, lorsque vous êtes présent, à cause de vous, on fait monter d'autres en épingle. Mais lorsque vous disparaissez, ça devient plus compliqué. Peut-être sa disparition maintenant va poser plus de problèmes à la gauche qu'on ne le croit. Bon, je ne sais pas comment ils vont se comporter au cours des primaires qu'ils vont organiser. Mais je salue un peu, je salue ce qui s'est passé dans le camp républicain de la droite, où des primaires ont été organisées de manière correcte. Et ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est le fait que les Français ont décidé de booster dehors le Sarkozy. Non, Sarkozy. Ça régit tout à fait. Non, moi j'ai été heureux de voir un gros manipulateur comme ça. Mais non. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont organisé là, ce qui m'a le fait réjouir, c'est le sort qu'on a réservé à Nicolas Sarkozy. Non, parce que si les Français ramènent encore ce vieux roublard là au devant de la scène française, c'est comme si la politique c'est réservé aux voyous. Oui. C'est comme la politique, c'est l'art des voyous. Alors, ça, au moins, ils l'ont fait. Ils ont pris quand même aujourd'hui quelqu'un que moi je respecte beaucoup, Fillon. Bon, le jeu est ouvert entre la droite et la gauche. On verra comment les socialistes vont se comporter. On va suivre tout cela de près. Nous allons revenir au Togo. C'est le jeu de ping-pong que j'ai voulu qu'on fasse tout à l'heure pour évoquer en un mot, mettre l'affaire Dangote. C'est arrivé devant l'Assemblée nationale. La ministre vous a donné des arguments, mais les Togolais continuent par le vivre mal. Qu'un cimentier nigérien arrive, veuille vendre son ciment à 65 000, ce qui a réjoui beaucoup de personnes parce que vous savez que le Togolais est attaché à avoir son chai. Et du coup, on lui dit retourne à 80 000. Alors, à quoi on joue avec le peuple? C'est un vrai désastre. C'est un vrai désastre. On ne peut pas être dans une économie libérale où c'est le jeu de la concurrence. Et c'est lorsque la concurrence est ouverte et plus d'offres aux populations, ça permet de rabaisser les prix. En réalité, notre gouvernement doit être content de ce que Dangote a voulu faire au Togo. Parce que son arrivée va faire en sorte que le prix du ciment va baisser. Dangote n'est pas un philanthrope. Dangote ne vient pas au Togo juste pour distribuer du ciment. S'il met 65 000, c'est qu'il gagne énormément dessus. Il sait ce qu'il gagne. Mais eux, ils veulent être en position privilégiée. C'est-à-dire que les sociétés qui distribuent du ciment au Togo et qui sont en situation de monopole, mais beaucoup d'entre eux ont des actions là-dedans. Donc ils veulent protéger leurs intérêts. Ils veulent protéger leurs intérêts. Ils ne veulent pas qu'un autre concurrent vienne pour casser les prix. Parce que si on casse les prix, c'est leurs intérêts qui est en jeu. Et on va aller nous raconter des balivernes que les prix du ciment sont planifiés au Togo. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Au nom de quelle loi? Au nom de quelle loi? La loi là est sortie d'où? Non, c'est d'une bizarrerie. Non, ce n'est pas sérieux. Et puis on ose nous le balancer au visage comme si nous sommes des idiots. Nous ne sommes pas des idiots. Dans ce domaine-là, on ne peut pas nous dire ce qui peut servir aux populations, qui peut leur permettre de souffler. On dit on ne peut pas le faire parce que... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je serais d'accord avec
lorsque le ciment est fixé à un prix donné, quelqu'un d'autre vient et dit qu'ils veulent le vendre plus cher. Ce qui n'est d'ailleurs pas possible. Ils vont dire non, mais il ne faut pas le vendre plus cher parce que nous avons régulé le marché. Peut-être si c'était un raisonnement de ce genre, je comprendrais. Pour que les gens ne fassent pas de surenchère de la spéculation avec les produits. Mais vous vendez le produit à un prix. Quelqu'un est venu pour le vendre à un prix moindre, plus bas. Vous dites que non, il y a régulation, on ne peut pas le faire. Alors, c'est se foutre du monde. Ça veut dire aussi c'est se foutre de nous. Que notre gouvernement a décidé d'enrichir Dangote. Hein? Parce que la différence, c'est lui qui reprend. Mais bien sûr, lorsqu'on dit que le prix est aligné et qu'il ne peut pas vendre moins, j'ai même entendu quelqu'un parler de dumping. La ministre a évoqué le mot pour éviter le dumping. Le dumping, qu'est-ce que c'est que le dumping? Non, ce n'est pas sérieux. Disons-nous simplement que ça fait pitié, ça fait triste. Une population déjà à genoux, qui a peut-être souffrir. Mais c'est la même chose que le problème de la téléphonie. Lorsque Togo Télécom était seul sur le marché, vous savez combien ils nous anarquaient? À l'époque, nous on achetait combien ils nous volaient? 2000 francs, en 4 minutes c'était déjà fini. Mais ils nous volaient systématiquement, avec un prix exorbitant. Il a fallu faire des pieds et des mains pour que le second opérateur économique vienne et entrer en concurrence avec Togocel pour que le prix baisse un peu. Et on a annoncé un troisième pour que ça aille mieux, mais il n'est jamais venu. La ministre dit que pour une population de 7 millions, un troisième opérateur n'est pas nécessaire. Pourquoi? Comme si elle était maman, pour décider à notre place. Pourquoi il va décider à notre place? Pourquoi c'est elle qui va décider à notre place? Si l'opérateur lui-même sait que la chose n'est pas rentable pour lui, pourquoi il va venir? Au Bénin, ils sont 11 millions, ils ont près de 5 réseaux au moins. Hein. C'est l'opérateur qui décide. Tous les opérateurs qui viennent ici, ils viennent pour faire du profit. Si l'opération n'est pas rentable, ils ne viendraient pas. Alors pourquoi c'est eux qui se substituent à l'opérateur pour dire il ne peut pas venir? Non, tout ça là, c'est un peu trop. C'est un peu d'anarque, quoi. Il faut quand même qu'ils changent de comportement. Tout ça là, je le dis, c'est un manque d'amour pour nous tous. Le profit, vous l'avez, mais laissez aussi les autres vivre. Vous ne pouvez pas tout avoir pour vous, tout seul. Il faut laisser aussi les pauvres, les moins nantis, laissez-les vivre un peu aussi. C'est ça, en réalité, le problème. Alors, on n'aura pas le temps d'évoquer la question du budget, mais je vais vous laisser, Maître Apévon, le temps de dire un dernier mot. Mais, un dernier mot, vous savez, M. Niaoui, nous sommes aujourd'hui venus avec les FDR dans un environnement déjà difficile. Il y a trop de suspicions, les gens ont raconté des choses avant notre création et tout ça. Mais les gens nous prêtent des intentions, des ragots. Mais ce que je voudrais dire aux Togolais, c'est que il faut finalement éviter de mettre trop de l'huile sur le feu. Nous devons nous ressaisir. Parce que chacun ambitionne aujourd'hui que notre pays change. Alors, lorsque on veut changer, mais nous sommes nous-mêmes les propres fossoyeurs de ce que nous voulons faire, je ne sais pas où nous allons. Nous voulons que les choses changent. Si les choses doivent changer, c'est dans nos mentalités que ça va changer. Et c'est chaque Togolais qui doit changer de comportement, de mentalité. Mais ce n'est pas les autres. Si tu crois que toi tu es assis, tu peux continuer à faire ce que tu fais en mal, mais en demandant à l'autre de changer, mais ça ne bougera pas. Nous devons tous changer de comportement. Et savoir que nous n'avons qu'un seul pays et travailler pour sa réussite. Et être fiers de notre pays. Nous devons être fiers du Togo et chacun doit y travailler. Nous sommes venus dans un monde compliqué, mais nous pensons véritablement, avec le courage que nous avons, avec la détermination que nous avons, nous allons faire comme le slogan que nous avons lancé, nous allons recréer l'espoir au Togo. Nous l'espérons bien, Maître Paul Dodji Apévon, président des Forces démocratiques pour la République. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Niaoui, c'est moi qui suis heureux d'être venu pour cette première émission avec vous. Et je crois que je reviendrai avec plaisir. Ce sera un plaisir de vous reprendre. Merci à vous aussi d'avoir suivi un œil sur l'actualité. Nous continuons ensemble le débat sur Facebook. Merci à toutes les personnes qui posent des questions, qui laissent leurs commentaires. C'est Samuel Niaoui, Facebook naturellement. Sur YouTube, cette émission sera en ligne dès lundi pour la diaspora qui nous a suivi également sur le www.cftogo.com. À dimanche.